Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mardi 24 janvier avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. SOS Chrétiens d'Orient qui alerte sur les urgences humanitaires de haute intensité pour les chrétiens dans le Haut-Karabakh mais aussi dans le monde entier. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour. Benjamin Blanchard, on vous a déjà reçu, on vous reçoit avec plaisir. Il y a effectivement en ce moment un véritable drame qui se passe au Haut-Karabakh, avec ce couloir entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, où 120 000 Arméniens sont là, et effectivement la route a été coupée, et ils vivent actuellement en plein hiver dans des conditions très très difficiles. Alors, je voudrais qu'on en parle, mais je voudrais aussi je voudrais qu'on parle des chrétiens d'Orient. Faire un peu un état des lieux, Benjamin Blanchard, où en est-on aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ça fait des décennies, et encore plus de décennies, les chrétiens d'Orient étaient des millions, il faut le rappeler, au début du XXe siècle, il y a un siècle, mais même il y a encore 50 ans. Est-ce qu'on a un peu, pour parler des états des lieux, des chiffres là-dessus, Benjamin Blanchard? Alors non, André Berkov, on n'a pas de chiffres et peut-être ne faut-il mieux pas en avoir, puisque les chiffres risqueraient de faire peur. Et donc il faut quand même voir la réalité en face. Oui, bien sûr, mais en fait il n'y a pas de chiffres et en fait personne n'y tient vraiment, tant les gouvernements pour éviter de montrer qu'ils sont incapables de maintenir leur population chez eux, que finalement les chrétiens qui n'ont pas envie de montrer l'évidence de leur affaiblissement très très important. Donc finalement personne ne tient à ce qu'il y ait des chiffres et on préfère se bercer de belles paroles. Alors, justement, Benjamin Blanchard, vous travaillez en Syrie, au Liban, en Irak et ailleurs. Au fond, est-ce qu'on peut dire, alors par rapport à... il faut rappeler ce qu'était la guerre, ce qu'a été la guerre en Syrie, en Irak, etc., au Liban, cette guerre civile et autres, est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui que ça n'allait il y a encore en 2000 ou en 2010 ou en 2020, ou pas? Alors ça dépend, André Berkov, ça dépend. En Irak, oui, on peut dire que ça va mieux. En même temps, c'est facile, il y a presque plus de chrétiens en Irak. Mais maintenant, Daesh ne contrôle plus la moitié du territoire irakien. Donc effectivement, c'est mieux. On ne peut pas le nier et on ne va pas regretter la présence de Daesh, bien au contraire. Par contre, on sait bien que l'Irak reste complètement instable, que c'est une pétaudière vraiment, et qui pâtit le plus de cette instabilité, bien sûr, ce sont les populations les plus minoritaires, les plus isolées, et donc notamment les chrétiens, mais je pense aussi aux autres minorités comme les yazidis ou autres, qui en fait n'ont pas des grands protecteurs comme voisins, comme l'Iran. Même les Kurdes d'ailleurs, enfin c'est encore autre chose. Voilà, les Kurdes c'est encore autre chose parce qu'ils ont leur région autonome avec leur armée, et puis ils sont sous protection américaine puisque c'est une zone un peu de paix américaine au nord-est de l'Irak. Mais pour les chrétiens c'est fragile quand même. C'est très fragile parce qu'ils sont quoi, 200, 300 000, c'est pour l'Irak, c'est rien du tout. Donc c'est extrêmement faible et l'instabilité chronique de l'Irak qui n'en finit plus. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu un gouvernement complètement formé, investi par le Parlement. Il y a des milices qui se battent dans tous les sens. Bagdad, il y a de nouveau autant d'attentats que pendant les pires moments de la guerre civile. Donc c'est une situation très mauvaise. Mais c'est mieux que sous Daesh. Par contre, dans les pays voisins... Alors on va en parler des pays voisins juste après cette petite pause. Benjamin Blanchard. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Alors on a parlé effectivement de l'Irak. Parlons donc des chrétiens dans un pays où ils sont quand même en nombre encore, et heureusement, au Liban et en Syrie. Alors qu'est-ce qui se passe en Syrie et au Liban, Benjamin Blanchard, aujourd'hui? Parce que on n'en parle plus beaucoup, ça, en ce moment. Depuis qu'il n'y a plus la guerre, la guerre violente, la guerre active, hélas, on n'en parle plus. Eh oui, mais pourtant la situation est pire que pendant la guerre. Alors bien sûr, les bombardements, les combats se sont arrêtés en Syrie. Bien sûr, au Liban, il n'y a plus des centaines de milliers de réfugiés qui passent la frontière chaque année de la Syrie vers le Liban. Mais finalement, la situation, d'après ce que j'entends quand je vais là-bas, est bien pire. Parce que pendant la guerre, figurez-vous que par exemple en Syrie, on trouvait de l'essence. Bon gré mal gré, on trouvait du pain.
mais maintenant, on ne trouve plus d'essence, pratiquement plus. C'est devenu extrêmement cher, bien plus cher qu'en France. Et même le pain devient rare. Et pourquoi ça ? Il y a deux raisons principales. C'est d'une part parce que tout le quart nord-est de la Syrie, qui est sous contrôle de l'armée américaine, eh bien, le pétrole et le blé est volé. Alors bon, quand c'est la Russie qui vole le blé en Ukraine, c'est pas bien, mais visiblement quand on vole le blé syrien... Ah, le blé est carrément volé. Voilà, il est volé et donc est exporté, et la Syrie ne peut pas l'acheter. Donc c'était le grenier à blé de la Syrie, donc il y a une pénurie de pain. Les Américains prennent tout, quoi. Voilà. Et pareil pour le pétrole et le gaz. Le pétrole qui permet de faire fonctionner les voitures, et le gaz qui permet de faire fonctionner les centrales électriques. Donc pas d'électricité, pas d'essence, pas de pain. Je vous cache pas. C'est pire que pendant la guerre. Ah, c'est bien pire que pendant la guerre. Pendant la guerre, on trouvait du pétrole, du gaz, du pain, parce qu'il y avait quand même des échanges. Quand c'était Daesh, on pouvait acheter sous le manteau, etc. Mais là, ce n'est plus possible. Donc la situation est absolument catastrophique, et ça laisse qu'un seul choix à la population. C'est de partir, parce qu'en plus par-dessus vous avez les sanctions qui sont bien plus fortes que pendant la guerre. Les sanctions européennes, vous voulez dire ? Européennes et américaines. Les sanctions américaines sont encore plus fortes. Mais comment elles se manifestent, par quoi, les sanctions ? Il y a interdiction de tout commerce, de transactions financières, etc. Et même les organisations internationales, les Nations Unies, n'ont pas apportent de l'aide en Syrie, mais toute reconstruction est interdite. Alors ça, c'est incroyable, parce que reconstruire, c'est aider le régime de Bachar el-Assad. Je cite les... Donc l'embargo continue. Voilà, donc en fait, on ne laisse comme choix aux Syriens, et les Syriens sont quand même assez nombreux, on parle d'un pays d'à peu près 20 millions d'habitants, on ne leur laisse qu'un seul choix, devinez lequel, André Berkoff, quitter le territoire et émigrer. Et puis après... Obligation de quitter le territoire syrien. Exactement, et après nous allons entendre nos dirigeants se plaindre et se lamenter contre l'immigration illégale, mais finalement, si on empêche les gens de rester chez eux, c'est difficile de se plaindre des conséquences. C'est fou. Et alors au Liban, c'est un peu la même situation. Alors au Liban, on sait que le Liban est dans une crise. Mais voilà, au Liban, c'est pas tellement les sanctions, mais c'est plutôt l'effondrement politique, économique et financier. On sait que avant, le Liban avait deux gros poumons, c'était le port de Beyrouth et les banques. Tout s'est effondré, le port a explosé. Il y a plus de commerce avec le monde arabe à cause de la guerre en Syrie, etc. Et puis les banques, le système s'est effondré, une véritable pyramide de Ponzi, et le système bancaire est à l'arrêt. Les gens n'arrivent pas à récupérer leurs dépôts depuis 3 ans maintenant. Et puis, il y a une défiance générale de la population contre la classe politique et le système dirigeant. Et là, on a quand même une absence totale, puisqu'il n'y a plus de président de la République, il n'y a plus de président du Conseil, donc il y a un gouvernement démissionnaire, mais qui peut expédier que les affaires courantes. Et le seul qui reste, c'est Nabir Berri, le président de la Chambre, qui est là depuis 1991. Je ne sais pas quel âge il a, mais il n'est plus tout jeune. Le président chiite de l'Assemblée nationale. Exactement, et c'est lui qui détient la réalité du pouvoir. Oui, mais alors Benjamin Blanchard, quand vous dites que le général Aoun, donc, il est président... Ah non, il n'est plus président, il est parti fin octobre, il n'y a plus de président. Il est complètement parti. Ah oui, il est plus au bureau, il reste donc plus il n'y a personne. Il n'y a plus que le président du gouvernement par intérim, Najib Mikatib, mais qui est par intérim, donc affaire courante seulement. Donc on est vraiment dans une crise terrible, et l'émigration est absolument énorme. Alors l'émigration des Libanais, et puis il faut penser aussi qu'il y a toujours ce 1,5 million de réfugiés syriens sur le sol libanais. Alors le général Aoun, juste avant la fin de son mandat, avait réussi à négocier un accord pour que ceux qui veulent repartir volontairement en Syrie puissent le faire, avec l'aide du gouvernement libanais, mais ça s'est arrêté à la fin de son mandat. Et puis figurez-vous que l'ambassadeur de France est venu se plaindre auprès du président Aoun, parce que c'était scandaleux d'oser laisser partir des gens volontairement vers un pays comme la Syrie. Donc là encore, on ne laisse qu'un seul choix aux réfugiés syriens au Liban, c'est de partir mais pas partir vers la Syrie. Non. Vers l'Europe, c'est mieux. Les Syriens de Syrie et les réfugiés syriens au Liban, allez vers l'Europe, et puis on verra. Mais c'est un peu ce que je comprends du message. Oui, absolument. Et non, parce qu'on a vu ces images terribles à la fois, vous savez, de quelqu'un qui est rentré dans une banque avec un revolver pour réclamer son propre argent. C'est pas il venait pas pour voler, il venait pour récupérer son propre argent. Ah oui, mais la situation est toujours bloquée. En fait, des braves gens qui ont économisé toute leur vie pour leur retraite, etc., qui avaient de l'argent déposé dans les banques libanaises, qui étaient supposées sûres, ne peuvent pas récupérer leur propre argent. Et ça fait 3 ans que ça dure. On ne sait pas s'ils pourront le récupérer un jour. Et alors, juste, les chrétiens du Liban, ils vivent ce que vivent leurs concitoyens, qu'ils soient musulmans ou autres, ou chiites ou sunnites, mais est-ce qu'ils se sentent
aussi d'une précarisation aussi. Ils pensent, par exemple, certains en tout cas, à partir. Ah oui, il y en a beaucoup qui partent, et notamment la jeunesse, parce que quel avenir dans un pays qui est dans un tel état de délabrement, d'effondrement, et en même temps qui est bloqué. Toute réforme semble impossible, et notamment en raison des interférences régionales, des puissances régionales qui interviennent sans cesse dans la politique intérieure du pays. Je pense à l'Iran, je pense à l'Arabie Saoudite, il y a également Israël plus au sud, alors plus avec ses avions, mais c'est aussi une forme d'intervention, et puis la Turquie qui commence à se mêler de plus en plus de ce qui se passe au Liban. Donc, bien évidemment, c'est difficile pour les Libanais d'être maîtres de leur propre destin. Oui, et ça, c'est pas nouveau. Et là, ça fait 30 ans ou 40 ans ils font la guerre des autres, ils viennent se battre sur le dos du Liban, quoi. Et c'est assez terrible. Alors, on va parler maintenant, Benjamin Blanchard, on en parle un peu plus, mais pas tellement plus quand même, ce qui se passe en Arménie. Alors, ce qui se passe en Arménie, aujourd'hui, sur le terrain, d'abord le Haut-Karabakh, est-ce qu'il est toujours bloqué? Et oui, 44e jour de blocus quasi total par l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh. Donc le Haut-Karabakh, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près 120 000 Arméniens qui vivent chez eux. Ils sont là depuis des siècles, et même plus, 1500, 2000 ans, je ne sais pas. Ça se voit aux constructions. On voit des monastères qui datent du 4e, 5e siècle. Donc ça montre, et puis des choses encore bien plus anciennes de l'époque païenne. Donc ça montre bien que c'est une terre arménienne. Et en fait, comme Staline avait mis cette région sous souveraineté azerbaïdjanaise, eh bien l'Azerbaïdjan veut les chasser, tout simplement. Oui, donc il revendique que c'est azéri ici. Voilà. Donc et donc comme les habitants ne veulent pas être azéris, puisqu'ils sont arméniens, eh bien donc en fait ils font une sorte d'OQTH, occupation de quitter le territoire du Haut-Karabakh. Donc comment faire? Eh bien on les encercle et on les fait crever de faim, crever de froid depuis 44 jours. Donc voilà, 44 jours de blocus. Depuis le 9 janvier, ils ont coupé la ligne à haute tension. Donc, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus que 8 heures d'électricité par jour. Et puis, depuis le 21 janvier, ils ont coupé de nouveau le gaz. Et donc, le Haut-Karabakh, c'est la montagne. Il fait très froid. En journée, il fait moins 5, moins 4, moins 5. Voilà. Et la nuit, ça peut descendre. Donc, c'est une catastrophe. Là, par exemple, j'ai lu que les écoles, et mes collègues m'ont dit qu'ils sont là-bas en Arménie, que le gouvernement du Haut-Karabakh avait dû fermer les écoles parce que c'était plus possible d'accueillir les enfants dans un froid pareil. Et puis, on a également des situations personnelles absolument dramatiques, des familles qui sont séparées. Les parents sont au Karabakh, les enfants étaient, pour une raison ou une autre, en Arménie, et ils n'arrivent pas. Alors petit à petit, au compte-gouttes, grâce à la Croix-Rouge et au convoi militaire russe, petit à petit, les enfants sont ramenés vers leur famille au Karabakh. Mais c'est très très difficile. Est-ce qu'il y a une crise de ravitaillement, Il y a une crise du ravitaillement, il y a des étals vides. Heureusement, le Haut-Karabakh est un pays qui est très agricole, donc il y a beaucoup de production agricole, mais ils ne peuvent pas produire de tout. C'est un tout petit territoire et il y a des gros manques. Alors certaines choses passent là aussi par les convois de la Croix-Rouge, d'autres par les convois militaires russes, mais c'est très largement insuffisant. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Que fait l'Occident? Que font les grandes puissances? De ce point de vue, on en parle avec Benjamin Blanchard. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interroger Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous parlons de la situation des chrétiens d'Orient, en Irak, au Liban, en Syrie. Et nous en parlons aussi, évidemment, pour l'Arménie et le Haut-Karabakh, qui aujourd'hui, vraiment, une situation très difficile. Alors, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, 0826 300 300. Benjamin Blanchard, au fond, analysons cela par rapport, justement, on parlait des sanctions au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak et ailleurs, et on a vu les résultats, hélas, comme les sanctions actuellement qui sont appliquées. Et vous savez, il y a 3 mois, nous avons réduit à néant l'économie russe, avec les résultats que l'on sait, c'était la promesse de Bruno Le Maire. Mais revenons au Karabakh et en Arménie. Au fond, on a l'impression que, oui, chacun y va de son côté, mais est-ce que les grandes puissances aujourd'hui s'observent? C'est un peu comme ce que vous décriviez au Liban, ou c'est autre chose? Quelles sont les responsabilités, quoi?
Alors, il est clair que l'Arménie avait un traité très, très fort avec la Russie, mais une des premières préoccupations du nouveau régime arménien après la révolution en 2018 a été de chercher de nouvelles alliances, qui en soi est tout à fait légitime, et on comprend très bien le désir arménien de ne pas dépendre que d'un seul allié. Oui. Mais visiblement... Sauf qu'ils ont tourné carrément le dos à la Russie, quoi. Bah, il semblerait que ce soit le cas, en tout cas ça a été perçu comme ça par la Russie, mais visiblement les nouvelles alliances n'ont pas été tout à fait à la hauteur des attentes du Premier ministre arménien, Monsieur Pachinian. Et finalement, quand il s'est retrouvé attaqué par l'Azerbaïdjan lors de la guerre des 44 jours en 2020, l'Arménie s'est retrouvée toute seule. Et aujourd'hui, l'Arménie est désespérément seule parce qu'il n'y a personne. Les Russes... Mais les Américains, non, on dit qu'ils allaient... Ah mais oui, ils sont intervenus. Madame Pelosi est venue. Oui. Voilà, mais elle est venue sans drone, hein, et je crois pas que... Ça s'est arrêté là. Exactement, donc il n'y a pas de livraison d'armes américaines, il n'y a pas de soutien américain, il n'y a pas de soutien européen. Pour l'instant, finalement, les seuls qui ont accepté de vendre des armes à l'Arménie, c'est l'Inde. Donc c'est bien, c'est déjà bien, mais il a fallu pratiquement 2 ans de négociations. L'Europe, parce que l'Arménie quand même, elle n'est pas si loin que ça, hein, elle n'est pas au-delà de l'Inde, elle n'est pas en Indonésie ou au Pakistan, l'Arménie. Vous voulez dire qu'en Europe, personne n'a bougé? Non, si, il faut pas dire ça. Par exemple, le 23 janvier, l'Union européenne a envoyé une nouvelle mission sur la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour surveiller pour voir si tout se passait bien. Les Azéris ont eu peur, ils se sont enfuis. Voilà, sûrement. Ouais. Donc, et puis, Madame von der Leyen est allée à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour annoncer qu'on l'Europe achèterait plus de gaz pour bien sûr sortir de la dépendance du gaz russe. Donc, je ne suis pas sûr que ça aille dans le sens de la défense de l'Arménie. Les Azéris pour leur générosité. Exactement. Alors que les Azéris ont aussi du gaz russe. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais après, il faut reconnaître que la France est un peu plus active que les autres pays de l'Union européenne. Et je crois que la France a essayé de mettre le sujet au Conseil européen ces derniers jours. Mais la France semble bien seule dans le concert des nations européennes pour soutenir l'Arménie. Mais Benjamin Blanchard, alors où on parle, objectivement, personne ne donne des armes à l'Arménie sauf l'Inde. Sauf l'Inde, exactement. Exactement. Ouais, alors que face à ça, l'Azerbaïdjan a de très puissants alliés, bien sûr la Turquie, Israël également, et puis la Turquie c'est quand même l'OTAN, donc c'est un allié puissant. Donc finalement l'Arménie se retrouve seule face à des puissances fort importantes. Et vous voyez comment, en fait, le Haut-Karabakh, est-ce que... En fait, ça, on ne va pas spéculer sur l'avenir, bien sûr, mais est-ce que les 120 000 habitants du Haut-Karabakh vont être obligés d'aller en Arménie, enfin de quitter le territoire, à votre avis? C'est la crainte que nous pouvons avoir. C'est vrai que depuis la guerre de 2020, le Haut-Karabakh ne tient, où l'Arménie a été défaite, le Haut-Karabakh ne tient que par la présence des 3000 soldats russes de maintien de la paix qui gardent le Haut-Karabakh. Alors, donc les Russes sont quand même là. Voilà, donc nous pouvions penser que cette présence garantissait l'avenir du Haut-Karabakh arménien, mais avec ce blocus et l'absence de réaction des forces russes, l'absence relative, parce qu'il y a quand même des convois militaires qui font passer les produits de première nécessité, donc c'est déjà un minimum. Mais la Russie n'a pas débloqué la route, alors que c'était un peu son rôle dans le cessez-le-feu. Donc la route est toujours bloquée. La route est toujours bloquée, sauf pour les convois russes, mais les Arméniens ne peuvent plus aller et venir. Nous-mêmes, nous avions pas mal de projets de reconstruction, notamment suite à la guerre au Karabakh, et on ne peut pas faire parvenir le matériel donc, qui permettrait la reconstruction. Je pense notamment la reconstruction d'un centre éducatif à Martouni, tout au nord du Haut-Karabakh. Le projet devait démarrer, mais c'est à l'arrêt. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi une perte de confiance dans la solidité de la protection russe au Karabakh, et on le comprend bien, puisque les soldats russes ne libèrent pas la route. Ouais. C'est vraiment une situation, on sent terrible. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a quelques intellectuels, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui sont allés voir Emmanuel Macron pour lui dire, écoutez, faites quelque chose. Il y a en tout cas dans la presse et ailleurs des personnes qui... Oui, il y a une mobilisation vraiment extraordinaire, notamment de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et de Sylvain Tesson, l'écrivain qui vraiment prennent ça très à cœur, Michel Onfray également, et puis tant d'autres. Donc ça, c'est nécessaire. Mais c'est vrai
vrai que il faut arriver à trouver un soutien politique, et on a même l'impression que les autorités arméniennes ne prennent pas tout à fait conscience de la nécessité de trouver ce soutien politique. Alors peut-être qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, on voit peu de résultats. On voit peu de résultats, oui, non, mais c'est toujours pareil, c'est le jeu des grandes puissances, comme vous le savez, et les conflits d'intérêts, hélas, hélas. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs? Oui, vous nous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On accueille Serge de Lyon. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à tous. Je vous appelle pour témoigner. Je suis moi-même chrétien d'Orient. Je suis en France depuis quelques mois. Oui. Et, vous êtes d'où exactement? Vous êtes d'où, Serge? Je suis du Liban. D'accord. J'ai aussi eu la chance de bien connaître un peu la Syrie et l'Arménie. Oui. Et alors, je suis en France parce que, comme vous disiez, on pousse les populations à fuir, à quitter le pays. Je note que surtout le Canada et la France sont intéressés de vider l'Orient de ses chrétiens. Ah oui, carrément, carrément. Vous dites ça carrément. Oui. Pensez que la France est intéressée à vider, et le Canada de ses chrétiens. C'est-à-dire quoi, pour les récupérer? Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Apparemment, on est mieux intégrable dans la société que peut-être les autres. Je ne sais pas. D'accord. Mais ensuite, je note aussi qu'il me semble que c'est l'orthodoxie en général, l'Église orthodoxe, qui est combattue par un peu le monde entier. Donc Arménie, Serbie, Russie, le Liban, l'Irak, la Syrie, je vois que c'est un nouveau génocide qui se dessine. Et j'ai peur. Et vous pensez que c'est lié à ce qui se passe actuellement avec la Russie, l'Ukraine, etc., que ça fait partie de, si vous voulez, de quelque chose de plus vaste et qui vise l'orthodoxie? C'est ce que vous sentez, en tout cas, vous ressentez. Alors, c'est mon ressentiment, et ce que je suis sûr, c'est qu'on a poussé l'Azerbaïdjan, vu que la Russie est occupée en Ukraine, on a poussé l'Azerbaïdjan à faire ce qu'elle a fait ces dernières semaines et ces derniers mois. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas vraiment un support concret russe dans ces conditions. Ouais. Et ensuite, Pachinian, je ne sais pas si c'est vraiment une marionnette occidentale ou pas. Mais il est sûr qu'entre la Turquie qui veut exterminer ce couloir chrétien pour le remplacer par des sunnis, et puis faire créer un nouveau couloir vers l'Asie centrale, c'est intéressant pour eux. C'est apparemment intéressant pour les Américains aussi d'en finir avec les chrétiens d'Orient. On ne sait toujours pas pourquoi. Et oui, parce que c'est vraiment la question qu'on se pose. Pourquoi les Américains, les Canadiens et une partie, en tout cas, disons des pouvoirs, on ne parle pas des peuples, là, veulent en finir avec les chrétiens d'Orient. En tout cas, sauf, vous avez donné une raison, mais je voudrais interroger Benjamin Blanchard sur ce que dit Serge. Serge voit ça de manière pessimiste, mais peut-être lucide. Il dit au fond, est-ce que tout ça n'est pas, je dis pas joué, ce serait fortement exagéré, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, tout se passe comme si on voulait ça, quoi? Oui, et en tout cas, c'est quelque chose que nous entendons régulièrement. Moi qui me rends dans la région depuis 9 ans, et nous avons été ensemble, cher André, il y a quelques années, et c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement, que les pays, notamment le Canada, la France et d'autres, veulent récupérer en fait des populations qui sont bien éduquées, bien formées, qui soit sont déjà francophones, soit apprennent le français, qui en tout cas sont anglophones. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ne vont pas poser de problème, qui peuvent occuper des professions intellectuelle supérieure, et donc c'est tout bénéfique. Serge, vous êtes toujours avec nous? Oui, alors si je me permets d'ajouter encore une petite... Allez-y. Alors, je ressens notamment, pour toute cette région, oui, en fait, c'est un peu disons que entre la démocratie et la stabilité, je pense que les chrétiens d'Orient choisiraient la stabilité. Et depuis quelques années, des régimes
qui sont certes totalitaires, mais qui préservaient les chrétiens et les protégeaient, sont maintenant en guerre pour survivre face à l'Occident. Donc je parle notamment de Bachar el-Assad, de Saddam Hussein, qui ne sont pas les plus beaux... Enfin, Saddam n'est plus là, lui. Hein. Mais ça fait quelques années. Oui, Saddam... non, je comprends, vous voulez dire des régimes autoritaires, quoi. C'est comme Abdelrahman el-Sisi en Égypte, par exemple. Alors, je dirais que au moins à l'époque de stabilité là, les chrétiens étaient un peu plus en paix, ils vivaient en paix, ils étaient respectés, pas toujours entendus parce qu'il n'y a pas de démocratie, mais au moins on les préservait, on les respectait, on les protégeait et tout. Et alors qu'on voit qu'en Occident, il y a une vraie tentative d'enlever ces régimes, de les changer, de mettre à leur place les islamistes, notamment même avec de la propagande fausse. Donc je donne un exemple rapidement. En Syrie, tous les médias français, mainstream et autres, sont toujours sous l'illusion que Bachar el-Assad était en train de bombarder son peuple avec des armes chimiques et biologiques. Or, moi qui étais dans la région, dans la ville, notamment de Alep à l'époque, et je me disais, ils sont où ces victimes, ils sont où ces bombardements aux armes biologiques, les hôpitaux, il n'y avait aucun cas. Alors, Benjamin Blanchard, je vois ce que vous voulez dire, et en tout cas, le tableau que vous donnez, Serge, oui, Benjamin Blanchard, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais dire que selon certains de vos confrères, il paraît, je n'ai jamais été contacté par le parquet national antiterroriste, mais il semblerait que nous soyons visés, et je crois moi personnellement, par une plainte pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, complicité de terrorisme, je ne sais quoi encore, parce que nous avons eu le malheur d'apporter de l'aide à deux villes chrétiennes, en fait, en Syrie, au nord-ouest de la Syrie, Mardé et Skalbié. Et en fait, ces villes, ce sont vraiment des villes super criminelles parce qu'elles ont eu le malheur de se défendre contre Al-Qaïda, le front Al-Nosra. Et donc, rien que pour ça, le fait d'être allé là-bas, d'avoir apporté de l'aide, ça à nouveau une plainte par des officines proches de la galaxie de George Soros pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc, ça peut sembler farfelu. Mais vous avez entendu sur cette histoire de bombe de frappe chimique de Bachar el-Assad. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, vrai, faux. Est-ce que vous avez eu des témoignages là-dessus? Vous avez entendu des témoignages là-dessus ou pas? Non, mais je crois qu'il y a beaucoup les Nations Unies et toutes les agences spécialisées font leur enquête. Alors j'invite à aller se pencher sur les rapports, mais je ne veux pas rentrer dans des choses que je n'ai ni vécues, ni vues, etc. Donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. En tout cas, on voit bien que si des gens comme vous sont accusés de crimes contre l'humanité, et vous n'êtes pas le seul, il y a quand même des problèmes là. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour interroger Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. Il y a Nadia qui nous... Et on accueillera Nadia après la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille Nadia de Paris. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour à tous et très bonne année à tous dans un premier temps. Merci beaucoup. Alors voilà, j'aimerais réagir sur le sujet effectivement de l'Arménie et de l'Artsakh. Je suis française d'origine arménienne. Oui. Je suis née en France, j'ai fait toutes mes études en France, à l'école publique, je suis devenue avocat. Et depuis effectivement, mes parents sont venus en France pour offrir un pays libre à leurs enfants et pour effectivement que toute la communauté, en tout cas une partie de la communauté arménienne, soit extraite du joug effectivement de la Turquie et de l'islam et qu'elle puisse vivre paisiblement. Alors moi, ce qui se passe, c'est que depuis effectivement que je vois les événements de l'extérieur, c'est-à-dire d'Europe, j'ai toujours eu le sentiment, moi, que les Arméniens, tout comme effectivement les Kurdes, dans une autre proportion, ont toujours été des variables d'ajustement au niveau géopolitique dans cette zone-là, lorsqu'il y a des conflits. Et moi, je vais vous raconter l'anecdote de mes arrière-grands-parents qui en ont parlé à mes grands-parents et dont mes parents m'en ont parlé. Et ils ont toujours dit, les Européens, la France et l'Angleterre ont toujours abandonné les chrétiens d'Orient et les Arméniens en particulier
notamment à l'époque effectivement du génocide arménien et du traité de Sèvres. Ah oui. Et aujourd'hui, si vous voulez, et aujourd'hui, si vous voulez, on a tous le sentiment, de manière globale, dans la communauté arménienne, que l'histoire se répète inlassablement. Alors, il y a quelques semaines de cela, j'avais appelé Monsieur Jean-Jacques Bourdin pour m'exprimer notamment sur ce sujet-là, et je lui avais fait remarquer effectivement que effectivement la France n'était pas effectivement très active au niveau effectivement du conflit au niveau de l'Arménie proportionnellement à ce qu'elle pouvait faire pour l'Ukraine. Ouais. Parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des conflits qui intéressent plus que d'autres et qui ont plus d'importance que d'autres. Alors c'est les vies humaines. Alors la vie des Arméniens vaut moins que celle des Ukrainiens, la vie des Yéménites vaut moins que celle des Ukrainiens. Et là où effectivement la communauté arménienne est extrêmement choquée du soutien de la France à M. Zelensky, c'est parce qu'il faut quand même dire et savoir que c'est M. Zelensky qui a vendu à l'Azerbaïdjan, avec lesquels ils sont alliés, les bombes au phosphore qui ont tué nos soldats arméniens. Et ça, c'est quelque chose. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de cette information? Oui, tout à fait. Mais vous pouvez interroger n'importe lequel d'entre nous de la communauté arménienne, parce que nous avons des correspondants, nous sur place, qui nous font remonter les informations. Et effectivement, nous savons parfaitement que M. Zelensky a vendu des armes à l'Azerbaïdjan, est un allié de l'Azerbaïdjan, et qu'il a fait en sorte effectivement d'écraser les Arméniens de l'Artsakh. Nadia, juste un mot. Vous souhaitez, en tant que Française, bien sûr, d'origine arménienne, arménienne. Mais je suis française. Je sais, mais quand je dis d'origine arménienne, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas, il n'y a pas de connotation là-dessus. Est-ce que vous souhaitez que l'Europe, en tout cas l'Europe en général, ou la France en particulier, intervienne de façon plus précise, en donnant des armes, en livrant des armes, etc.? Évidemment, si vous voulez, ce que vous faites pour un pays, parce que admettons que effectivement la France estime que les Ukrainiens, ce qui est le cas, sont en difficulté. Et si ça fait partie de sa philosophie, effectivement, d'intervenir pour aider les populations opprimées, qu'est-ce qui justifie qu'elle ne le fasse pas pour l'Arménie ou pour le Yémen? Voilà. Maintenant, moi, et ce qui me choque moi et qui choque la majorité des Arméniens, c'est comment la France, effectivement, peut donner autant de crédit à un monsieur dont il était titré, il était le Panama Papers, si vous voulez, avant la guerre de la Russie. Le Guardian avait fait une en disant que l'Ukraine était le pays le plus corrompu au monde, avec une mafia phénoménale. Et puis, 2 ans plus tard, ils font une en mettant Zelensky comme étant un super-héros. Churchill. Carrément Churchill. Churchill, absolument. Alors qu'on sait que ce monsieur-là a aidé l'Azerbaïdjan et la Turquie à écraser les Arméniens. D'accord. Vous dites les 2 poids 2 mesures. Effectivement, on peut se poser la question. Merci Nadia, et je crois que nous avons Richard. Oui, merci Nadia, et on accueille Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour à vous. J'ai pas trop l'habitude de donner pour des causes, même pas du tout d'ailleurs, puisque je préfère aider mes proches, mais je trouve que ces pays qui sont au lim des anciens empires, romains et autres, il n'y a pas que l'Arménie, même Israël est dans ce cas-là. Mais ces pays, ils souffrent en fait, et l'Arménie est très peu aidée. Je voulais savoir, de manière pratique, à qui on pourrait, si on veut faire un don, à qui on peut l'envoyer? Très bonne question, merci Richard. Benjamin Blanchard, vous allez me dire, envoyez à SOS Chrétien d'Orient. Eh bien oui, à SOS Chrétien d'Orient, on a un site internet, soschrétiendorient.fr, vous trouvez toutes les informations dessus. Mais alors justement, oui, merci Richard. À moins que vous ayez une autre question ou pas? Non, c'est très bien, et j'ai pris l'émission en route et je vous remercie. Mais je vous en prie. Benjamin Blanchard, en fait,
est-ce qu'on n'est pas à un moment donné, alors vous dites, d'abord vous pouvez travailler, vous avez dit que le Haut-Karabakh pour le moment vous ne pouvez pas y aller, mais en Arménie vous intervenez. Alors en Arménie on continue de travailler, il y a beaucoup de déplacés du Haut-Karabakh de la dernière guerre des 44 jours de 2020 qui sont arrivés en Arménie et il faut aider, ils sont souvent des éleveurs, des agriculteurs, donc il faut les aider à reprendre une exploitation. Et puis bon, il y a pas mal de gens qui sont dans une situation très difficile, donc nous continuons notre aide. Et puis également, on essaye d'apporter comme on peut de l'aide au Karabakh, mais je m'étendrai pas là-dessus parce que c'est compliqué. Mais oui, nous essayons et nous n'abandonnons pas les Arméniens du Haut-Karabakh. Mais je voudrais quand même réagir à ce que disait Nadia, oui. parce que c'est vrai que dans le prétendu droit international, il y a toujours ce double standard qui est vraiment agaçant. Il y a vraiment des souverainetés d'État qui sont à défendre et d'autres qui ne valent rien. Il y a droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour certains peuples et pas pour d'autres. Et puis il y a du blé qu'on ne doit pas voler s'il vient d'Ukraine et il y a du blé qu'on peut voler s'il vient de Syrie. C'est toujours comme ça en fait, et c'est un peu agaçant surtout d'entendre certains États se parer des oripeaux du droit international et de la morale, alors que ce sont les premiers à violer les frontières, à empêcher les peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Ce qui compte, c'est pour moi, ce qui est à moi et à moi, ce qui est à toi, ça se discute. Oui, c'est le droit des vainqueurs finalement, le droit international. Bouchaïb, je crois que nous avons Bouchaïb de Paris. Et merci à tous les auditeurs de nous appeler aussi nombreux. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille Bouchaïb. Bonjour Bouchaïb. Oui, bonjour. Dans vos informations qui sont fort intéressantes, j'aimerais amener simplement un témoignage. Oui. Je suis arrivé à Bakou en décembre 92. Oui. J'avais à installer des activités culturelles et je ne pouvais pas trouver d'appartement étant donné le nombre de réfugiés, 800 000 environ, qui étaient chassés du Haut-Karabakh par l'Arménie et les Russes. Alors, dans vos informations, pour équilibrer, si vous voulez, si je me permets, non, mais allez-y. Ça serait bon de faire la genèse de ce conflit d'une manière neutre. Et ça me paraît pas évident pour l'instant. Oui, vous voulez dire que quoi, le Haut-Karabakh, alors Benjamin Blanchard, vous voulez dire que le Haut-Karabakh et les Arméniens ont expulsé plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes? Non, 800 000 réfugiés à Bakou, au bas mot. Au bas mot. Alors Benjamin Blanchard, voilà ce que oui, dit ça a été la guerre, 4 ans de guerre au Karabakh a été une guerre absolument tragique, et bien sûr il y a eu des déplacements de population de part et d'autre, et j'imagine qu'à Bakou pas mal d'appartements ont dû se libérer puisqu'il y avait énormément d'Arméniens à Bakou qui ont tous été chassés avant la fin de l'Union soviétique. On parlait de 20 à 30% d'Arméniens dans la grande agglomération de Bakou. Maintenant il n'en reste plus un seul ou presque, donc j'imagine que ça a permis de libérer des appartements à l'époque. Alors il y a eu peut-être transfert de population, Bouchaïb. Soumgat, qui a été ourdi par les Russes d'ailleurs, et là il y a eu des appartements libérés, mais à Bakou vraisemblablement, mais il y avait quand même 800 000 réfugiés azéris expulsés du Haut-Karabakh. Il faudrait savoir combien d'Arméniens ont été expulsés d'Azérie. Oui, c'était plutôt d'Agdam, une ville. Vous renseignez là-dessus. Ben oui, mais c'était plutôt la ville d'Agdam, qui était une ville sur la ligne de front et qui a été conquise par les Arméniens, mais qui ne faisait pas partie du Haut-Karabakh et qui d'ailleurs n'a jamais été repeuplée d'Arméniens. C'est resté une ville détruite. On va reparler de ça. Merci à vous et merci Benjamin Blanchard. Merci André Berkoff pour votre invitation.